Alors, venons-en au cœur du sujet, cette fabrique de l'enfant transgenre dont vous parlez. J'aimerais d'abord, pour cadrer le débat, citer quelques chiffres pour voir un peu de quoi l'on parle et quel est ce phénomène que vous décrivez. Citons quelques chiffres. Bon, le fait que le diagnostic de ce qu'on appelle la dysphorie de genre, donc le fait qu'une personne ne se sente pas dans le bon corps, a explosé de 1000 à 4000% selon les pays. Aux États-Unis, vous avez 2% des lycéens qui s'identifient désormais comme transgenres. On voit que ces transitions de genre concernent de plus en plus les petites filles, puisque c'était autrefois à peu près la moitié. Maintenant, c'est les 2/3, voire même les 3/4 des transitions de genre qui concernent des petites filles qui veulent devenir des petits garçons. Et enfin, dernier chiffre en ce qui concerne la France, 22% des Français entre 18 et 30 ans ne se sentiraient ni hommes ni femmes. Voilà pour vous dresser un peu le tableau. Et la première question que je voulais vous demander, Caroline Leschèvre, c'est pourquoi ce tableau vous inquiète et pourquoi vous avez choisi de vous intéresser à ce sujet brûlant? Alors, ce tableau est effectivement inquiétant parce que cette augmentation, comme vous l'avez cité, de 1000 à 4000%, on part de très bas. Donc, même quand l'augmentation est très forte, on n'arrive pas encore très haut. Mais c'est très inquiétant parce qu'on a une chance, c'est qu'en France, on est en retard. Pour une fois, on n'est pas toujours en avance, on est en retard sur les autres pays. Sur les États-Unis et l'Angleterre. On va prendre les États-Unis et l'Angleterre. Donc on voit ce qui se passe dans ces autres pays où effectivement ça continue d'augmenter et où quand même il y a maintenant en Angleterre, en Suède et en Finlande des freins. Ils ont commencé 20 ans avant nous et ils freinent. Et nous, on est encore, comme on est en retard, on est encore dans la phase où on continue et on considère que ce qui a été mis au point il y a 20 ans serait toujours valable. Donc c'est ça le problème. Alors je précise nous parce que je ne suis pas seule du tout. D'abord, comme vous l'avez cité, j'ai une co-autrice, mais il y a surtout des gens qui nous ont rejoints, qui travaillent avec nous. Nous avons créé l'Observatoire de la Petite Sirène. Donc ce n'est pas ma personne qui tout d'un coup se réveille. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent, Dieu merci. On est aussi en contact avec tous les gens à l'étranger qui se réveillent également, parce qu'effectivement, nous pressentons un scandale sanitaire d'une part et un scandale juridique par ailleurs. Pourquoi cette expression scandale sanitaire qui est quand même Alors, forte? Scandale sanitaire parce que des enfants sains, parfaitement sains physiquement, prennent des traitements qui ont des effets secondaires, certains irréversibles, et en tout cas, sur le long terme, délétères. Donc, je précise quand même qu'il n'y a pas de mort. Quand on parle de scandale sanitaire, on pense à d'autres scandales sanitaires où il y a eu des morts. Non, il n'y a pas de mort. Enfin, en tout cas jusqu'à présent, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on peut admettre qu'un certain nombre d'enfants prennent des traitements à vie et des traitements qui ont des effets secondaires importants. Alors encore une fois, je précise, pas encore une fois, qu'il s'agit pour les personnes trans qui ont décidé de transitionner adultes, qui ont pris leur temps, etc., je n'ai rien à dire. Je n'en pense rien. Je pense que ces personnes ont des droits, je les reconnais parfaitement et je ne m'intéresse pas à ces personnes-là. Le sujet de nos travaux, ce sont les enfants et en particulier les adolescents qui, en 2 jours, en 8 jours, annoncent qu'en fait, ils ne sont pas nés dans le bon corps. Les enfants, les petits, c'est un petit peu différent encore. Et juste, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup dans le milieu de la psychanalyse, beaucoup de voix qui s'élèvent, peut-être plus dans ce milieu-là, contre justement cette question transgenre et peut-être parce qu'il y a plus de la conscience de l'importance de la différence des sexes, je ne sais pas, c'est une hypothèse mais en tout cas, je vois beaucoup de psychanalystes, je pense à Elisabeth Roudinesco par exemple, ou vous, qui s'élèvent comme s'il y avait cette conscience, était peut-être plus aiguë du danger chez les psychanalystes. Est-ce qu'il y a un consensus? Écoutez, j'aimerais que vous ayez raison. Les positions des psychanalystes, bien entendu, ne sont pas univoques. C'est normal, parce que si tout le monde pensait la même chose, ça serait grave. Je n'ai pas forcément l'impression que les psychanalystes aient pris la mesure, et certains d'entre eux sont franchement en train d'accompagner ce mouvement en trouvant que ceux qui ne l'accompagnent pas sont carrément rétrogrades et réacs. Donc les avis sont partagés.
Et j'aimerais penser comme vous. Azélie Lecor, vous vouliez réagir Non, moi je voulais simplement réagir sur la question des adultes parce que vous avez bien expliqué que vous vous intéressez aux enfants. Mais est-ce qu'on ne peut pas penser ce phénomène qui touche en premier lieu de manière peut-être plus inquiétante les enfants qui ne sont pas encore des adultes responsables comme un fait social total et qui contribue aussi à amener des personnes adultes à transitionner et donc à avoir des traitements très lourds alors qu'elles ne le souhaitent pas forcément profondément? Alors, j'aime bien le fait social total. Je crois qu'effectivement, il y a un fait social total. Écoutez, sur les adultes, franchement, je n'ai rien à dire. Ces adultes trans ont toujours existé dans toutes les sociétés. Et le fait que pour eux, aujourd'hui, étant adultes, ayant réfléchi à la question, ils souhaitent mener leur transition jusqu'où ils veulent, ne me pose strictement aucun problème. Ces personnes ont des droits, ils doivent être respectés. Donc là-dessus, je n'ai pas à me prononcer. Alors, ce qui se passe aujourd'hui au niveau des jeunes, bon, enfin, ce qui se passe, il se passe beaucoup de choses, mais de tout temps, on va dire, les jeunes qui ont un malaise, parce que déjà on parle de la période de la puberté, tous les jeunes ne vont pas mal au moment de la puberté. Une proportion non négligeable de jeunes peuvent trouver que cette période trans, puisqu'il s'agit d'une transition, eh bien on peut aller mal au moment de la puberté. Les jeunes donc, qui vont mal, et même ceux qui sont en pleine adolescence, trouvent dans la société les moyens d'exprimer soit leur malaise, soit leur originalité. Quand vous voyez un jeune de 15-16 ans qui a les cheveux bleus, des piercings, etc., 10 ans plus tard, c'est assez rare de le retrouver exactement dans la même situation. Voilà. Donc il est possible à l'adolescence de s'identifier trans, ça peut arriver, sans pour autant engager à cet âge-là une transition. Parce que ce qui se passe, et là, évidemment, je m'appuie sur des études, je ne lève pas des étendards comme ça toute seule, je m'appuie sur des études, il a été montré que les jeunes qui sont pris en charge de façon psychologique, sérieusement, car souvent, ce sont des jeunes qui souffrent beaucoup, sans aucun traitement, ni bloqueur de puberté, ni hormones croisées. 66 à 90% d'entre eux, une fois qu'ils sont majeurs, se réconcilient, comme on dit, avec leur sexe biologique. Ce qui veut dire qu'à un moment de leur vie, ces jeunes se sont transidentifiés, on va dire, et qu'ils n'étaient pas trans. Voilà. Et donc, ça serait dommage de les engager pour la vie. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'au-delà du discours sur les enfants, il y a un discours plus global que d'ailleurs a du mal à accepter peut-être la psychanalyse, que la différence des sexes serait une pure construction sociale et qu'elle n'aurait pas finalement de lien biologique. Tout à fait. Et que finalement, même pour le rôle du père et du mère, enfin du père et du mère, du père et de la mère, lapsus révélateur, du père et de la mère, on voit bien qu'en psychanalyse, ce sont des rôles qui sont très différenciés et aujourd'hui, on a quand même un discours qui tend à dire que tout cela est une construction sociale et que finalement, la différence des sexes n'existe pas. Exactement. Alors, vous avez effectivement ce discours-là. Ce qui est intéressant, c'est Jean-François Bronstein qui m'a éclairé sur ce sujet, qui a écrit La religion woke. Et il montre que chez les woke, dont il fait une religion, je ne dirais pas tellement sur ce terrain, mais il le démontre de façon assez brillante, la seule chose nouvelle, c'est le genre. La race, les femmes, ça a déjà existé. C'est recyclé différemment, mais la chose nouvelle, c'est le genre. Et c'est par le genre qu'il est possible, justement, de déconstruire, entre guillemets, la biologie, de mettre en cause les faits biologiques. Donc, c'est extraordinaire. Voilà, c'est par cette voie-là qu'on essaie de déconstruire la biologie. Alors, quand même, c'est une voie d'entrée puissante, on va dire, de mettre sur le même plan
le fait qu'il existe, il n'y aurait que deux sexes, donc on est réac si on dit qu'il n'y a que deux sexes, et déjà on est réactionnaire, c'est-à-dire de mettre en cause la science, et effectivement, les trans, la transidentité est une voie royale. C'est plus le rêve est une voie royale pour accéder à l'inconscient, c'est les trans sont une voie royale pour mettre en cause, en particulier la binarité. Et vous qui avez, je crois, été disciple de Françoise Dolto et qui vous occupez des très petits enfants et qui étudiez la très petite enfance, est-ce que vous avez le sentiment que dès la petite enfance, l'identité sexuelle est importante dès les premiers moments, ou est-ce que justement elle est, comme on entend dans le discours un peu ambiant, on l'assigne à la naissance à un sexe qui n'existe pas en fait. Justement, on n'assigne pas à la naissance. Oui. Vous avez peut-être des enfants, vous voyez qu'à la naissance, on regarde, on n'a pas besoin d'être médecin, n'importe qui peut regarder, et on dit, première chose qu'on dit, c'est un garçon ou c'est une fille. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui se passe au moment de la venue au monde. Aujourd'hui, c'est un peu différent, puisque souvent, on connaît le sexe de l'enfant avant la naissance. On peut même... Bon, moi, je ne suis pas pour, mais ça existe. Donc... Françoise Dolto n'était pas pour non plus. Mais non, écoutez, pendant 9 mois, on peut rêver. Oui. On peut rêver. Laissons les gens rêver. Vous pouvez rêver d'avoir une fille pendant toute votre grossesse, et puis éventuellement ça sera une fille, mais ça sera un garçon, ou un garçon, vous allez mettre quelques heures ou quelques jours à vous en remettre, ou réciproquement, et voilà. Mais voilà, laissons... Mais c'est d'ailleurs un paradoxe aujourd'hui où à la fois on veut déconstruire la différence des sexes, et en même temps, vous avez ces phénomènes aux États-Unis où les gens organisent des fêtes pré-naissance pour annoncer le sexe de l'enfant. Si c'est un garçon, la fête sera bleue, puis si c'est une fille heureuse. Oui, comme si on voulait réaffirmer d'ailleurs la différence. C'est pas pour avoir des cadeaux, les fêtes pré-naissance. Je crois que Agnès Leclerc, vous vouliez parler d'un sujet que vous avez écrit. Oui, alors moi, c'est vrai que je me suis plus intéressée aux adolescents, comme ce dont vous parliez. Mais juste en vous écoutant, je trouve que ce qui est peut-être aussi nouveau en France, c'est que quand il y a eu la sortie du documentaire Petite fille sur Arte, on a vu que c'était un phénomène aussi qui pouvait toucher des enfants très jeunes, avant même l'adolescence. Et je pense que c'est un point d'intention quand même assez particulier. C'est très intéressant, c'est-à-dire que les personnes, elles le disent, mais nous en avons rencontré, des personnes adultes qui ont transitionné. Et qui ont mené leur transition à terme, y compris chirurgicalement, ce qui n'est plus forcément nécessaire aujourd'hui. Donc ces personnes-là, elles disent toutes que ça a commencé dans la toute petite enfance. Et donc, effectivement, je pense qu'il faut envisager le problème des enfants différemment. Moi, j'en ai rencontré... Dans ma carrière, je n'en ai rencontré que 2. Qui se disaient enfants. Oui, donc très peu. Et il se trouve que j'ai pu les revoir plus tard, et les 2 n'ont pas transitionné. J'en fais pas une règle, pas du tout. Mais voilà, ça c'est ma toute petite expérience pour les enfants. Ils sont devenus homosexuels et n'ont pas fait de transition. Mais encore une fois, je ne généralise pas et je ne me permettrai pas de généraliser. À partir de 2 cas, je vais me faire Je ne vais pas généraliser non plus, mais donc la fille que j'ai rencontrée, elle n'était plus une adolescente. C'est une jeune femme de 26 ans qui est ce qu'on appelle une détransitionneuse, c'est-à-dire que c'est une fille qui est devenue un homme et qui a fait ensuite le chemin inverse. Elle l'a fait dans sa à l'âge tête. de 26 ans. On va dire elle l'a fait dans sa tête. On l'a fait dans sa tête parce que elle a sûrement. Il y a des choses irréversibles. Alors, elle l'a fait dans sa tête, mais elle l'a fait aussi physiquement. En fait, son histoire, en fait, c'est celle d'une adolescence, ce que vous décriviez, qui était mal dans sa peau, qui a découvert qu'elle était lesbienne au lycée, qui s'est sentie rejetée. Elle arrive à Paris à 18 ans. Des associations trans lui conseillent d'aller voir un psy conciliant. Le premier rendez-vous, le psy... Conciliant, voilà. Ça veut dire on ne pose pas de questions. On ne pose pas de questions. Et pour un psy, c'est très difficile pour un psy de ne pas poser de questions. Au premier rendez-vous, le psy lui dit « quand je vous vois, je vois un homme ». Très bien. Donc, il lui donne des hormones. Elle a entamé son parcours de transition. Donc, hormones, ablation de l'utérus, des ovaires... de la poitrine, double mammectomie. Et en fait, après cette transition, ces problèmes ont continué
elle s'est rendue compte que sa transition ne les avait pas réglés. Et elle a pu revenir en arrière grâce à une rencontre et en allant voir un nouveau psy. Oui, ce que vous dites est intéressant parce que quand vous dites ces problèmes n'ont pas été résolus, c'est ce qu'elle raconte. Oui, non, mais vous avez signalé tout à l'heure l'inversion du ratio, c'est-à-dire 3/4 de filles, 1/4 de garçons. Il y a une autre chose que l'on voit, c'est que la majorité de ces jeunes adolescents présentent des troubles psychiatriques avérés antérieurs et qu'ils pensent trouver, parce qu'ils vont sur les réseaux sociaux, on va peut-être en dire un mot, ils pensent trouver sur les réseaux sociaux une réponse pour se soigner, pour aller mieux. Ceux qui détransitionnent disent tous que, en fait, ils cherchaient une réponse, ils cherchaient à aller mieux et que la transition n'a pas résolu leurs problèmes. Voilà. Alors, je crois que les études scientifiques disent qu'ils sont peu nombreux aujourd'hui, 1 à 2%, mais c'est des études qui sont un peu anciennes et qui ne prennent pas en compte tout ce nouveau phénomène. Donc, il y a peut-être une vague. Alors, les études sont. Celles auxquelles vous faites allusion sont peut-être anciennes, mais surtout, c'est difficile de trouver des chiffres pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'effectivement, en France, on est en retard, donc il n'y en a pas encore beaucoup. Dans les autres pays, il y en a de plus en plus. Et comment les compter ? C'est-à-dire que ce sont souvent des jeunes femmes qui détransitionnent 6 ans, voire de 6 à 10 ans après leur transition. Et alors, si elles sont toujours sur les réseaux sociaux, elles sont vilipendées, elles sont harcelées, traitées de traîtresses, d'une part, donc elles ont plutôt tendance à se cacher, et d'autre part, elles n'ont pas forcément envie de retourner dans les services où elles considèrent, après coup, qu'elles ont été, j'allais dire maltraitées, mal suivies, je vais dire maltraitées. J'ai juste une question qui, à mon avis, est au cœur du sujet, mais comment vous expliquez que ces théories, enfin, que ce mouvement ait autant de succès ? Pourquoi, selon vous, autant d'adolescents, si profondément ils ne sont pas véritablement, en tout cas, atteints de dysphorie de genre comme ça peut exister, pourquoi est-ce ils engagent ces démarches ? Qu'est-ce qui fait que ça a autant de séduction ? D'accord. Alors, les réseaux sociaux jouent un rôle majeur. Majeur. Tous les adolescents, je parle des adolescents, encore une fois, qui arrivent chez le psy ou chez l'endocrinologue ou chez le pédiatre ou chez le généraliste, si on leur pose la question, encore faut-il leur poser la question, ils disent tous qu'ils ont été sur les réseaux sociaux. Alors qu'est-ce qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux ? Ils trouvent d'abord des influenceurs, exactement comme dans la mode, des influenceurs assez charmants, je dois dire, au premier abord, assez charmants, qui expliquent que vraiment c'est formidable, que ça va résoudre tous leurs problèmes. Il les renvoie, donc on les voit à T ça veut dire testostérone, T8, T1 mois, etc., etc. Ensuite, on voit les cicatrices de mastectomie qui sont une façon de faire partie d'une famille. On leur explique que leurs parents sont transphobes, qu'il faut se détacher des parents. Ça ressemble à une emprise sectaire. Alors, il n'y a pas un gourou comme dans les sectes qui leur demandent de l'argent, etc. Mais il y a tous les facteurs que l'on retrouve dans l'emprise sectaire. Et ces jeunes qui, pour la plupart d'entre eux, ont des troubles préexistants, vont être plutôt héroïsés. Oui. C'est formidable ce que tu fais, détache-toi de tes parents, il n'y a que toi qui sais ce que tu as. Donc ils sont renvoyés sur des sites qui leur donnent le mode d'emploi, comment faire son coming out. Que faut-il dire aux médecins pour avoir des hormones ? C'est très simple. Ce qu'il faut dire, c'est « je vais me suicider ». Donc, il y a tout un sujet autour du suicide des adolescents. Donc, qu'ils vont très mal, qu'ils vont se suicider. Et ce qu'on leur dit de dire, c'est « dis que ça a commencé dans l'enfance ». Alors que pour les adolescents, dans la plupart des cas, c'est faux. On leur dit « dis que ça a commencé dans l'enfance » parce que c'est un signe plutôt positif pour dire que la personne serait véritablement trans. En réalité, on n'a aucun signe qui permet de prédire qui va continuer et qui en serait mieux, parce qu'il s'agit quand même d'aller mieux, il s'agit surtout de s'aimer soi-même. Dans le fond, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de s'aimer soi-même. Écoutez, les hommes, les garçons et les filles qui s'aiment, qui aiment leur corps à l'adolescence, franchement, il n'y en a pas beaucoup. Oui, d'ailleurs, ce qu'a montré Abigail Schreier dans son livre Dommage irréversible, c'est que
fait, la transition de genre a pris la place chez les adolescentes qu'avait autrefois l'anorexie ou la boulimie. Oui, alors dans les pathologies. Les courbes, le nombre d'anorexie mentale, en particulier chez les filles, et le nombre d'adolescentes transidentifiées est en train de se croiser. C'est-à-dire l'anorexie mentale serait en train de diminuer. Et les transidentifiés, nous on parle de jeunes transidentifiés. On n'a jamais encouragé l'anorexie. Alors, il y a beaucoup d'anorexiques qui se déclarent trans. La grande différence, je me suis beaucoup occupée d'anorexiques il y a de nombreuses années. La grande différence quand même, c'est que les jeunes filles, avant de se déclarer trans, souvent se déclarent lesbiennes. C'est-à-dire que la question de l'orientation sexuelle est une question qui n'est pas franchement une question pour les jeunes filles anorexiques mentales. Ce n'est pas leur sujet. Je voudrais aborder un autre sujet qui est celui de la censure dont vous êtes logé, puisque vous avez eu récemment 3 conférences annulées à Paris, dont l'une par la mairie de Paris-Centre, sous la pression d'activistes trans qui veulent vous faire taire, parce que c'est un autre volet du problème. Il y a cette question que vous soulevez, et puis il y a la question en fait, de l'impossibilité de débattre de ces sujets sereinement et le fait que tout quiconque critique la transition de genre chez les enfants est accusé immédiatement de transphobie, c'est votre cas. Et vous avez même eu une conférence à Bruxelles où perturbé, on vous a jeté des excréments, c'est d'une violence inouïe. Je voulais savoir comment d'abord vous vivez cette pression. Je ne me sens pas du tout victime, soyons clairs. Mais alors vraiment pas du tout. Il n'empêche que, évidemment que je n'apprécie pas de ne pas pouvoir, je n'apprécie pas, et évidemment Céline Masson non plus, de ne pas pouvoir faire des conférences. Ça a quand même un effet paradoxal, c'est-à-dire que je ne suis pas sûre que j'aurais été autant invitée sur les plateaux de télévision s'il n'y avait pas eu ces interdictions. Donc ça a un effet paradoxal. Voilà, si vous voulez, ça a donné une visibilité que nous n'avions pas forcément, parce que ce sujet, certes, c'est intéressant, mais ça n'intéresse quand même pas la France entière. Alors, effectivement, les interdictions, ça dépasse ce sujet-là, hein, c'est la liberté d'expression, etc., etc. Donc, voilà, il faut expliquer aux transactivistes, s'ils veulent nous faire taire, ça a plutôt fait parler de nous. Hein, donc, raison de plus pour ne pas me victimiser. D'ailleurs, ce vendredi 10 février, un nouveau jeu vidéo sort. Ça s'appelle Hogwarts Legacy et c'est le premier jeu vidéo qui est dédié à l'univers d'Harry Potter. Et il y a un nouveau personnage qui apparaît, qui n'existe pas dans la saga, et qui s'appelle Serena Ryan, et c'est une magicienne trans. Donc on peut le voir comme une provocation, puisqu'on sait que J.K. Rowling a été accusée d'être transphobe, parce qu'elle a affirmé la différence des sexes à plusieurs reprises. Est-ce que vous pensez que c'est une provocation d'abord, et au-delà de ça, que ce phénomène de censure est mondial, et que finalement il faut être courageux, puisque J.K. Rowling ne revient pas sur ses postures. Il faut être aujourd'hui courageux simplement pour dire qu'il existe un sexe féminin et un sexe masculin. D'abord, ce qu'on appelle la transphobie. La transphobie est un délit, d'accord ? Et donc, si vous me disiez que je suis transphobe, je vous demanderais d'apporter des preuves et de porter plainte. Voilà, pour moi, le sujet est clos là-dessus. Hein. Et alors, qui est transphobe ? Toute personne qui n'est pas à 100% d'accord avec les théories du genre, les théories transactivistes, etc. Donc quand même, ça fait du monde. Parce que les gens 100% d'accord, il n'y a que les transactivistes qui sont 100% d'accord. Et donc tous les autres sont transphobes, mais il faut les faire condamner s'ils sont transphobes. Écoutez, nous avons eu une plainte. Nous, l'Observatoire de la Petite Sirène a eu une plainte où effectivement, la DILCRA, je ne vais peut-être pas donner trop d'explications, un organisme d'État a déposé un article 40 pour savoir si effectivement nous n'étions pas transphobes. La justice a décidé de ne pas poursuivre et donc a montré que nous n'étions pas transphobes. Donc nous attendons maintenant qu'on prouve, nous et beaucoup d'autres, que Abigail Schreier est transphobe, etc. C'est un délit. Voilà. Donc il ne faut pas lancer vous êtes transphobe, etc. Alors, ce qui se passe quand même, bon, maintenant il y a un jeu vidéo, mais je veux dire, il y a une infiltration
extrêmement importante des organismes d'État, de l'éducation nationale et on peut dire de la culture. Hein. Alors la culture, ça ne me dérange pas trop. L'éducation nationale, ça me dérange un peu. Même la CAF, regardez, on va voir à l'écran. Une capture d'écran du site de la CAF le 25 janvier dernier. Voilà, on peut lire « Mon enfant est transgenre, comment bien l'accompagner ?» Et donc, vous avez Absolument. tout un... Alors, nous avons réagi. Vous avez réagi, oui. Nous avons réagi. Nous avons été, je pense, je ne veux pas dire de bêtises, mais une cinquantaine de personnes à écrire une lettre au ministre concernant la CAF. Cette lettre a été envoyée il y a 2 jours, donc nous attendons d'avoir une réponse. Si nous n'avons pas de réponse, nous allons la sortir dans la presse. Effectivement, nous avons. Et que disiez-vous dans cette lettre que les propos de la CAF, ça n'allait pas, parce que voilà, ils présentent. Bon, d'abord, ce sont uniquement des associations trans qui sont citées. Ou trans, notamment. Il n'y a pas un médecin. Je veux dire, il n'y a aucune personne habilitée. Et la CAF, On prend le discours, en fait, des activistes. Voilà. Et conseille aux parents de dédramatiser. Oui. Vous, justement, Agnès Leclerc, vous avez enquêté sur la pénétration de ces lobbies à l'intérieur des institutions. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de cette influence ? Il faut quand même parler de la circulaire Blanquer fin 2021. C'est quand même une étape importante. C'est une circulaire à l'éducation nationale qui dit à tout le personnel d'un établissement qu'il peut appeler l'enfant par le prénom de son choix et le genrer comme il le souhaite. Alors, la circulaire Blanquer précise avec l'accord des 2 parents. Sauf si les parents ne sont pas d'accord. En enquêtant, on s'est rendu compte dans des lycées parisiens que l'accord n'était pas demandé. Par exemple, un couple qui a témoigné dans le journal, ils ont découvert du jour au lendemain que leur fille au collège, pour le coup de 15 ans, se faisait appeler Louis. Et personne ne les avait. Il y a des parents qui ont porté plainte. Hein. Et des parents qui ont porté plainte. Contre les établissements, en disant qu'ils avaient à demander l'autorisation parentale. Mais cette circulaire, c'est vrai qu'elle marque une étape. Alors après, là, oui, on voit la CAF, donc qui conseille aux parents de dédramatiser et renvoie uniquement vers des associations trans. Prescrit. Et le planning familial qui prescrit. Et le planning familial, tout à fait. Le planning familial, vous avez enquêté aussi sur... On se souvient de cette image qui avait fait polémique sur les réseaux sociaux. Oui, oui, c'est un père qui est la mère. Enfin, il y a tout un... Oui, sur l'idée que l'avortement pourrait en fait être ouvert aux personnes trans. Être ouvert aux personnes trans. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que c'était... Mais le planning, ça fait assez longtemps. Ils avaient sorti un lexique où ils déconseillaient même les termes de... pénis, etc., parce que c'est réducteur, en fait. Et surtout, le terme de femme n'existe plus. Et le terme de femme, mais aussi tout ce qui est lié à la biologie. On voit que ça pose problème. Sur d'autres institutions, vous avez cité la DILCRA, qui est quand même une institution gouvernementale. Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie. Oui, voilà. C'est ça. Qui est au cœur d'un scandale. La haine anti-LGBT. Son comité scientifique vient d'être dissous parce que le président de ce comité scientifique était également au comité scientifique de votre observatoire, l'Observatoire de la Petite Sirène. Donc on peut se dire que les associations ont quand même pas mal d'écho aujourd'hui dans les pouvoirs publics. Et comment est-ce qu'on répond à ça quand on est parent et que si notre enfant vient nous voir ou qu'on apprend que notre fils se fait appeler Louis à l'école, comment gérer ça en fait ? Alors, les parents sont absolument sidérés quand ça leur arrive. Je parle des adolescents, parce que rien ne laissait présager cette chose. À partir de là, ils essaient de se renseigner. Ils n'avaient qu'une seule source d'information jusqu'à présent, qui était les sites, on va dire proactifs, transactivistes, je ne sais pas comment les appeler. Et donc, ils étaient largement engagés à prouver, etc. Alors, un certain nombre de parents, ils sont quand même pas tout à fait d'accord, se posent des questions, etc. Aujourd'hui, il y a une association de parents qui s'appelle Hippomonie, où ils peuvent aller se renseigner. Et il y a aussi, sur le site de l'Observatoire de la Petite Sirène, un certain nombre d'informations qu'ils peuvent recueillir. Nous, ce que nous leur disons, c'est
Alors, d'abord, on n'a pas forcément des conseils à leur donner. C'est des gens qui viennent vers nous, qu'on ne connaît pas forcément très bien. Donc, nous leur conseillons d'aller de se réunir, d'aller consulter en particulier l'association Hypomanie. Nous pensons qu'il faut à tout prix qu'ils gardent le contact. Gardent le contact avec le jeune. Ce n'est pas toujours facile. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que s'ils vont aujourd'hui dans les services, ce qu'on appelle les services dédiés, qui existent dans toute la France, la majorité de ces services vont engager les enfants, les jeunes, vers la transition. Aujourd'hui, ces services disent, alors on a quand même agité pas mal de chiffons rouges, parce qu'aujourd'hui, ces services disent, mais non, nous sommes très prudents, nous faisons très attention, etc., etc. Ça n'est pas forcément les échos que nous avons, parce qu'ils reviennent vers nous, ils nous expliquent ce qui s'est passé. Donc, il faut qu'ils se renseignent. Parce qu'après tout, je veux dire, des parents, moi je ne juge pas les parents, des parents qui voudraient accompagner un jeune qui a décidé qu'il veut prendre des hormones, etc., personnellement, je ne les juge pas. Mais avant qu'ils prennent cette décision, ça serait bon qu'ils aient pas seulement un type d'information, mais plusieurs types d'informations. Donc aujourd'hui, c'est possible. Oui, mais ce n'est pas une situation facile. On manque peut-être d'une étude de la Haute Autorité de Santé et de recommandations claires. Je ne vous le fais pas dire. Je pense que c'est en cours et nous n'avons pas été conviés. Et est-ce que vous attendez des pouvoirs publics qu'ils réagissent, notamment vis-à-vis de la censure que vous subissez? Je n'ai pas entendu, en tout cas, de ministre de l'enseignement supérieur ou de dire, qui sont normalement garants de la liberté d'expression, vous défendre publiquement. Est-ce que vous avez des hommes politiques, des femmes politiques qui vous ont défendu? Alors, nous venons d'être auditionnés au Sénat par un groupe de sénateurs LR. Qui sont, je crois, nous ont semblé en tout cas à la fois convaincus par ce que nous disions et prêts à défendre nos positions. Vous savez, nos positions, qui voudrions-nous convaincre en premier? C'est les médecins, avant tout. C'est assez difficile de penser que... Alors oui, la Haute Autorité de Santé donne des indications. C'est pas les politiques qui vont dire il faut soigner les jeunes comme ci et comme ça. Il faut absolument que les protocoles soient changés. Les protocoles, Et aujourd'hui, vous diriez que les médecins sont partagés ou ils sont plutôt... Ils sont partagés. Oui. Ils sont partagés. Oui. Et vous avez aussi une vraie division à l'intérieur du féminisme, en fait, avec de plus en plus une guerre qui oppose d'un côté celle que les transactivistes appellent les TERF, c'est-à-dire les féministes qui exclueraient les personnes trans, et de l'autre côté, les transactivistes, on le voit, il y a énormément de débats, notamment, parce qu'en fait, vous parlez des enfants, mais par exemple, est-ce que ça ne vous choque pas qu'un homme qui se dise femme puisse participer à des compétitions sportives, par exemple, réservées aux femmes, ou à des... Et là, on ne parle pas d'enfants, on parle d'adultes, ou aller dans une prison pour femmes. Il y a un certain nombre de féministes qui disent que ce n'est pas possible. Là, on crée une injustice, on met même certaines femmes en danger parce qu'on fait rentrer des hommes potentiellement violents dans des prisons pour femmes. Oui, parce que c'est des hommes, et parce que, en plus, non seulement c'est des hommes qui se disent femmes, mais en plus, c'est des masculinistes. C'est des hommes qui vont chez les femmes, c'est ce qui vient de se passer, pour les violer. Oui. Et donc, effectivement, quand les femmes lesbiennes disent je ne veux pas de femmes à pénis, une femme lesbienne, elles n'aiment pas des femmes à pénis. Mais si vous voulez, je pense que ça traduit une confusion largement entretenue entre la défense des mineurs et la lutte contre les discriminations. Le fait que la DILCRA, par exemple, qui lutte contre les discriminations, se soit intéressée à nous, n'est pas normal. Nous ne luttons pas contre les discriminations. Nous approuvons la lutte contre les discriminations, bien entendu. Mais là, il s'agit d'autre chose. Il s'agit de la santé des mineurs. Donc ça, c'est une confusion majeure. Parce que c'est au nom, par exemple, la circulaire Blanquer, dont vous parliez tout à l'heure, c'est au nom de la lutte contre les discriminations. C'est bien de ça dont il s'agit. C'est dans le plan de lutte contre les discriminations. Ça fait partie de ce sujet-là. Voilà. Et
cette confusion est largement entretenue. Voilà, donc mais petit problème. Alors oui, il faut lutter contre les discriminations, mais il se trouve que quand les jeunes entreprennent ce qu'on appelle la transition sociale, il s'agit d'une transition sociale, donc je dis que, je change mon prénom, etc., etc. Quand cette transition sociale est approuvée à 100%, je dis bien à 100%, par les parents, par l'entourage, les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, l'école et les médecins, ça conduit directement à la prise d'hormones. C'est ça qui est grave dans la transition sociale. C'est qu'on dit, mais c'est réversible. Un jour, il est comme ci, un jour, il est comme ça. Non, je dis bien quand elle est approuvée à 100%. Il y a un mensonge qui se crée. À 100%, vous avez une fille devant vous et vous dites c'est un garçon ou l'inverse. Il y a un mensonge. Ce mensonge. Alors en plus, si vous voulez, ça crée quand même une certaine discordance cognitive. On vous dit que vous voyez une fille, elle dit que c'est un garçon, et vous devez dire que c'est un garçon. Il y a un petit problème quand même. Voilà. Mais quand c'est approuvé à 100%, ça conduit vers la prise d'hormones. Donc, ça n'est pas aussi irréversible qu'on le dit. C'est pour ça que la position de l'école est grave.